Une route traverse la saison des pluies sans céder. Au Burkina Faso, alors que les infrastructures classiques engloutissent des budgets lourds, une piste en pneus usagés impose un contraste simple: moins de coûts, plus de tenue et une décision locale qui ne dépend pas d'aides incertaines. Pourquoi ce choix d'Ibrahim Traoré devrait-il compter pour le quotidien de chacun, même loin de la boue des villages? Parce qu'une route fiable ne transporte pas seulement des marchandises, elle transporte du temps, des soins et des occasions. Ce récit promet une chose: comprendre une décision publique à travers ses effets concrets. Pour le spectateur, le bénéfice est immédiat. Voir comment une infrastructure banale peut devenir un levier de souveraineté praticable, sans discours héroïque ni miracle technique. L'enjeu dépasse la construction routière parce qu'il touche à la continuité d'accès aux soins, à l'école, au marché, au moment précis où la saison des pluies transforme chaque trajet en pari. La question centrale n'est pas seulement comment construire, mais comment choisir. Choisir entre des méthodes importées, coûteuses et souvent dépendantes d'acteurs extérieurs, ou tester une option locale, plus simple, moins chère, mais encore incertaine. Ibrahim Traoré apparaît ici comme l'arbitre d'un risque assumé: accepter que l'idée soit jugée par le réel et non par les réflexes. Et si le vrai test n'était pas la route, mais la capacité à décider autrement, puis à maintenir ce choix dans la durée? Le premier verrou saute avec un chiffre: près de 40% de réduction des coûts de construction. Et la route test a traversé la saison des pluies sans se rompre, transformant une idée fragile en résultat observable. À partir de là, l'initiative soutenue par Ibrahim Traoré cesse d'être une curiosité technique. Elle devient une démonstration limitée mais lisible dans un pays où l'état des pistes rurales conditionne directement la vie quotidienne. Le contexte est celui d'une urgence persistante. Dès que les pluies s'installent, de larges zones deviennent difficiles d'accès, parfois isolées. Les trajets vers un marché, une école ou un centre de santé se transforment en obstacles logistiques. Cette réalité est connue, mais souvent traitée à travers des projets lourds, coûteux et dépendants d'acteurs extérieurs. C'est précisément dans cet espace contraint qu'apparaît la solution des pneus usagés. Le raisonnement est simple: transformer un déchet abondant en matériau utile, réduire les coûts, limiter la dépendance aux entreprises étrangères et impliquer les communautés rurales dans chaque étape du chantier. Mais cette simplicité apparente masque une équation fragile. Une route qui tient une saison ne suffit pas à faire un modèle. Elle doit résister aux intempéries, s'intégrer aux usages locaux et rester viable sur la durée, sans déplacer le problème vers l'entretien ou la logistique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un inventeur, ni comme un ingénieur providentiel. Il apparaît comme le catalyseur d'un test national: accepter que l'idée soit évaluée sur un terrain ingrat, fait de boue, de temps et d'habitudes quotidiennes. Le projet n'a pas gagné. Il a franchi une frontière, passé du discours à la preuve et obligé les sceptiques à regarder les faits avant les réflexes. La question devient alors plus précise: ce qui vient d'être prouvé est-il une exception ou le début d'une méthode reproductible? Le récit descend maintenant au niveau du terrain, là où une politique devient une suite de gestes. L'acteur principal n'est ni un ministre ni un expert international, mais un chef d'équipe locale chargé d'orchestrer la collecte et la préparation des pneus. Son autorité est modeste, son rôle presque banal, et c'est précisément ce qui rend l'expérience lisible: convaincre les habitants de participer, organiser des points de dépôt, synchroniser la cadence de la récupération avec celle du chantier. Ici, la route n'est pas une promesse, c'est une logistique. Autour de cette figure discrète, les premiers effets apparaissent rapidement.
Dans un village de l'Est, une vendeuse de produits agricoles décrit une réalité connue. Pendant la saison des pluies, le trajet vers le marché ressemble à un pari. La piste expérimentale ne change pas la quantité récoltée, elle change la régularité. Quand l'accès reste praticable, elle peut planifier, transporter, vendre sans perdre une journée entière à attendre que la boue laisse passer. Un agent de santé formule un impact comparable mais plus urgent. Avant, une route dégradée retardait les consultations et compliquait les cas critiques. Après, l'intérêt principal n'est pas la modernité de la chaussée, mais sa continuité au moment où tout lâche ailleurs. La différence est moins spectaculaire que décisive. L'accès devient fiable, donc la confiance remonte. Dans cette logique, l'idée portée au niveau national prend une forme concrète. Si les habitants collectent, transforment et participent à la pause, ils ne défendent plus un projet imposé, ils défendent leur propre solution. Une phrase suffit à fixer l'essentiel. Une route stable change des vies avant les discours. Avant, les pistes cédaient dès les premières pluies. Après, une section test tient et oblige à revoir l'évidence. C'est cette bascule, plus que la technique elle-même, qui déclenche la séquence d'événements soutenue par Ibrahim Traoré, non pas un slogan politique, mais une chaîne d'actes observables, exposés aux critiques et au temps. L'activation commence par un geste simple, transformer un déchet en ressource. Des pneus usagés destinés à la décharge, au brûlage ou à l'oubli deviennent l'objet d'une collecte structurée. Des points de dépôt sont identifiés, des équipes locales sont mobilisées et les habitants apprennent à trier, nettoyer, préparer. Très vite, une contrainte apparaît. Sans flux régulier, il n'y a pas de chantier. Et sans chantier, il n'y a pas de preuve à défendre. Cette logistique, souvent absente des récits d'infrastructure, devient la première ligne de réussite ou d'échec. La route n'existe pas seulement dans la boue, elle existe dans la capacité d'un village à maintenir un rythme collectif. La phase suivante rend le projet visible et donc vulnérable. Les premiers mètres posés attirent l'attention parce qu'ils rompent avec les habitudes. Les méthodes classiques, coûteuses et dépendantes d'entreprises extérieures, servent de comparaison implicite. Ici, on travaille avec ce qui est disponible sur place. La construction devient un acte collectif, presque pédagogique. Chaque étape montre que la simplicité n'est pas synonyme d'improvisation. Mais cette visibilité attire aussi les regards sceptiques. On observe la texture, la tenue, la manière dont la route se comporte. On commente avant de mesurer parce que l'infrastructure touche aux habitudes, à la sécurité, à la crédibilité de l'État. Puis arrive le test que personne ne peut contourner, la saison des pluies. Elle agit comme un révélateur brutal. Là où les pistes traditionnelles se fissurent, se creusent ou disparaissent sous l'eau, la section en pneus traverse les intempéries sans dommages majeurs. Ce moment change la nature du projet. Il ne s'agit plus d'une hypothèse séduisante, mais d'un résultat observable. Les oppositions ne disparaissent pas, mais elles se déplacent. On ne rejette plus par principe, on débat sur la durée, l'échelle, les conditions de reproduction. Le moment décisif se construit lorsque les premières comparaisons économiques émergent. Le récit avance une réduction proche de 40% des coûts de construction, puis évoque une baisse d'environ 30% des coûts d'entretien. À cela s'ajoute un indicateur frappant, près de 10 000 pneus recyclés par kilomètre. Ces chiffres ne servent pas à célébrer une victoire, mais à rendre l'option difficile à écarter sans examen sérieux. À budget constant, l'État peut imaginer davantage de kilomètres praticables, et l'argument cesse d'être idéologique. Il devient comptable, logistique, mesurable.
Mais cette montée en puissance déclenche des contre-mouvements. Des entreprises de construction voient leur position fragilisée. Les critiques se durcissent, durabilité à long terme, sécurité, conformité, normes. On questionne la stabilité au-delà du pilote. On redoute la généralisation trop rapide. L'initiative quitte alors le simple chantier rural pour entrer dans un espace plus conflictuel où intérêts économiques et crédibilité technique se confrontent. À cet instant, Ibrahim Traoré n'est plus seulement associé à une route. Il devient associé à une méthode de décision. Tester vite, observer, corriger, étendre uniquement ce qui résiste au réel. Et c'est là que la tension principale s'installe. Si la preuve tient, le modèle s'ouvre. Si un maillon cède, la confiance se referme. La référence de départ est claire. Les routes rurales classiques absorbent des budgets élevés pour une durabilité limitée. Avec l'usage de pneus recyclés, le récit décrit un basculement mesurable, environ 40% de réduction des coûts de construction, et c'est ce delta qui change la logique de décision. Pour commencer, un chiffre s'impose. 40% de baisse sur la construction. Concrètement, à budget égal, plus de kilomètres deviennent praticables. Ce chiffre ne vaut pas seulement comme économie, il agit comme une redistribution potentielle de la capacité publique. Dans un pays où chaque kilomètre supplémentaire compte, une réduction de cet ordre ouvre une marge de manœuvre. Connecter davantage de villages, sécuriser des accès vers les marchés, rapprocher les services essentiels sans attendre un financement extérieur incertain. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré met en avant un raisonnement simple. Si l'État peut construire plus avec la même enveloppe, alors la priorité ne dépend plus exclusivement des bailleurs, mais des besoins identifiés sur le terrain. La discussion ne porte plus uniquement sur faire une route, mais sur choisir où et pourquoi la faire avec une autonomie accrue. Puis vient un second repère, environ 30% de baisse sur l'entretien. Autrement dit, moins de maintenance peut signifier moins d'interruptions après les pluies. Ici, l'impact est moins spectaculaire, mais souvent plus décisif. Dans de nombreuses infrastructures, la construction initiale capte l'attention, tandis que l'entretien se heurte à des budgets intermittents, à des ruptures d'organisation et à une dépendance technique qui bloque les réparations rapides. Une réduction de cette ampleur change la logique de long terme. Elle suggère que la route n'est pas seulement moins chère à poser, mais potentiellement plus soutenable à maintenir. Le récit insiste sur un point. Une route qui tient une saison est un signal, mais une route qui peut être entretenue localement devient une routine. Cette différence transforme la praticabilité en fiabilité et la fiabilité en confiance. Ibrahim Traoré ne présente pas ces chiffres comme une promesse de perfection. Il les utilise comme des repères pour rendre la méthode testable, puis perfectible sans la sanctifier. Enfin, un troisième indicateur donne l'échelle, près de 10 000 pneus recyclés par kilomètre. Cela signifie qu'un déchet encombrant peut devenir matière au lieu d'être brûlé. Cette donnée apporte une mesure concrète à l'argument environnemental, mais aussi à l'argument logistique. Recycler un tel volume implique une organisation. Collecte, tri, nettoyage, préparation, stockage. Autrement dit, la route est aussi un système. Elle exige une chaîne régulière, et cette chaîne peut créer de la valeur locale. Point de dépôt, coordination, emploi de proximité, compétences reproductibles. Le récit ne transforme pas cet indicateur en récit triomphal. Il s'en sert pour montrer que l'innovation ne réside pas uniquement dans le matériau, mais dans la capacité à intégrer un déchet abondant à un cycle utile, visible, comptabilisé. C'est
Ces trois repères déplacent le débat. Ils n'annulent pas les questions de durabilité, de sécurité ou de normes. Ils empêchent simplement de réduire l'initiative à une anecdote. À partir du moment où des économies, des volumes et des effets d'entretien sont formulés, l'évaluation devient plus adulte. Comparer une performance observée à une pratique dominante dans un usage précis, des axes ruraux où la priorité est la continuité d'accès pendant la saison des pluies. Le critère n'est pas la vitesse ni le trafic intense, mais la capacité à maintenir un passage quand tout se fragilise. C'est là que la posture d'Ibrahim Traoré prend sens. Il ne nie pas les limites. Il accepte une logique conditionnelle. Si la collecte est stable, si la préparation est maîtrisée, si la pose reste adaptée, si l'entretien est possible localement, alors la méthode devient défendable. Si un seul maillon cède, la promesse s'effondre. Les chiffres ne concluent pas l'histoire. Ils installent un seuil minimal. Désormais, il faut réfuter avec des preuves, pas seulement avec des réflexes. Les critiques du projet avancent d'abord un argument technique qui mérite d'être pris au sérieux. Selon eux, une route construite à partir de pneus recyclés peut fonctionner sur un tronçon pilote, mais elle pourrait perdre en performance dès que les contraintes augmentent. Trafic plus dense, chargée plus lourde, épisodes pluvieux prolongés. Autrement dit, une résistance observée sur une section test ne garantit pas une durabilité stable sur des axes plus sollicités. Dans cette lecture, le succès initial serait une exception locale, pas une base de politique publique. Un second argument, tout aussi structurant, porte sur la sécurité et la normalisation. Les opposants rappellent que les méthodes traditionnelles reposent sur des normes internationales éprouvées, avec des protocoles de contrôle, des garanties et des responsabilités juridiques identifiées. À l'inverse, une approche marginale et encore peu certifiée peut exposer l'État à des risques. Litiges en cas de défaillance, coûts imprévus ou contestations liées à l'absence de validation indépendante sur le long terme. Pour eux, généraliser trop vite reviendrait à transformer une expérimentation en pari institutionnel. Ces réserves ne sont pas des prétextes. Elles rappellent une règle simple. L'infrastructure se juge sur la durée, pas sur l'effet de nouveauté. Mais les défenseurs du projet répondent par une précision décisive directement issue du cadre décrit dans le récit. Les routes concernées ne cherchent pas à remplacer des autoroutes. Elles ciblent des axes ruraux où la priorité est la praticabilité pendant la saison des pluies. Le critère central n'est pas la vitesse ni le volume, mais la continuité d'accès. Dans cette logique, demander à ces pistes les standards d'un trafic intensif revient à déplacer le problème, au lieu de l'évaluer dans son usage réel. La réponse la plus solide consiste donc à déplacer le débat vers l'opérationnel. Pour quels besoins précis cette solution est-elle pertinente? Quelles conditions minimales doivent être garanties pour éviter les échecs visibles? Le récit suggère déjà plusieurs points de contrôle. Une collecte régulière, une transformation maîtrisée, une pose adaptée aux usages et des routines d'entretien capables d'intervenir avant que les dégradations ne deviennent critiques. Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme celui qui balaie les critiques, mais comme celui qui les intègre au raisonnement. La méthode n'est pas universelle, elle est ciblée, testée, corrigée. Le conflit devient alors plus clair. Ce n'est pas innovation contre normes, mais usage concret contre standards mal appliqués. Et c'est précisément cette clarification qui permet de juger la suite sans idéologie. À ce moment-là, le projet change d'échelle. À ce point précis, l'initiative cesse d'être perçue comme une expérimentation isolée. Elle devient un signal stratégique.
Ce qui était observé à l'échelle d'un village commence à être lu comme une option reproductible, à condition de respecter des règles de qualité et de maintenance. La discussion ne porte plus uniquement sur la solidité d'une route, mais sur la capacité d'un État à orienter ses choix techniques rapidement, sans se figer dans des modèles importés. Ce déplacement du regard modifie la position d'Ibrahim Traoré. Il n'est plus seulement celui qui autorise un test audacieux. Il devient l'acteur qui assume publiquement un changement de méthode. Tester vite, observer, corriger, puis étendre uniquement ce qui résiste au réel. L'innovation n'est donc pas seulement l'usage des pneus recyclés. Elle réside dans la façon de décider, de mesurer, puis de rendre la preuve visible avant de promettre. La révélation tient dans ce glissement discret. Au lieu d'un grand projet figé, conçu loin du terrain, l'approche propose un apprentissage en continu, exposé aux pluies, aux critiques et aux usages. À partir de là, la question centrale change. Non pas cette route est-elle atypique, mais cette manière de construire peut-elle devenir une règle d'action durable? Les effets de l'initiative ne se listent pas de la même manière selon les acteurs concernés. Et c'est précisément cette diversité d'impact qui permet d'évaluer si le projet dépasse le stade symbolique pour produire des transformations durables. À ce niveau, la route cesse d'être un objet technique. Elle devient un facteur de réorganisation sociale, économique et politique parce qu'elle touche à la continuité d'accès au moment où la saison des pluies fragilise tout. Pour les institutions nationales, l'enjeu est d'abord budgétaire et stratégique. Une réduction proche de 40% des coûts de construction modifie la manière d'arbitrer les priorités. À enveloppe constante, davantage de kilomètres peuvent être rendus praticables sans attendre des financements extérieurs incertains. Cela ne crée pas automatiquement des ressources nouvelles, mais cela élargit la marge de décision. Choisir où connecter, quels axes sécuriser, quel village désenclaver en premier. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'oppose pas une solution locale à des standards internationaux. Il cherche à ajouter une option crédible à l'arsenal public. L'impact est discret mais structurant. Quand le coût baisse, le choix redevient politique et non uniquement financier. Pour les acteurs économiques locaux, notamment les petits commerçants et producteurs agricoles, la conséquence est plus immédiate. Une route praticable pendant la saison des pluies ne promet pas une hausse spectaculaire des revenus. Elle réduit l'incertitude, ce qui, dans une économie rurale fragile, pèse souvent plus que les annonces. Pouvoir rejoindre un marché sans perdre une journée à attendre que la boue laisse passer change la planification, la régularité des échanges et la gestion des stocks. Cette stabilité transforme la relation au temps. Moins de trajets annulés, moins de marchandises immobilisées, moins de décisions suspendues à la météo. L'infrastructure devient un outil de prévisibilité et la prévisibilité une forme de sécurité économique. Pour les populations, l'impact se mesure en continuité d'accès, accès à l'école, aux soins, aux services administratifs. Quand une route tient au moment où les autres cèdent, elle transforme des gestes ordinaires en routines fiables. Le gain n'est pas seulement matériel, il est psychologique. Le quotidien cesse d'être organisé autour de la crainte d'un isolement temporaire. Cette fiabilité produit un effet rarement chiffré, la confiance. Les habitants n'adaptent plus leur vie à l'état de la piste. Ils intègrent la route comme une constante. Et lorsque les communautés participent à la collecte, à la préparation et à la pause, la route n'est plus un objet extérieur. Elle devient un bien collectif dont on comprend les conditions de maintien. Pour les observateurs extérieurs, enfin,
L'initiative agit comme un révélateur. Elle interroge la manière dont l'innovation est définie dans les pays en développement. Ici, il ne s'agit ni de haute technologie ni d'importation massive, mais d'une réorganisation de ressources disponibles, mesurées et reproductibles. Le fait que près de 10 000 pneus soient recyclés par kilomètre donne une échelle tangible à l'argument environnemental. Et lorsqu'environ 70% des travailleurs impliqués proviennent des communautés concernées, l'effet dépasse la route. Il touche à la formation, à l'emploi local et à la capacité à faire sans déléguer entièrement. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré incarne moins une figure lointaine qu'une décision qui relie des choix publics à des gestes concrets. Ces conséquences ne constituent donc pas une victoire définitive. Elles dessinent un champ de possibles. La route ne change pas tout. Elle change suffisamment pour obliger à regarder autrement ce qui semblait immuable. À 6 ou 12 mois, l'initiative peut suivre trois trajectoires distinctes sans qu'il soit nécessaire d'en prédire la probabilité. La bonne lecture consiste à observer la chaîne complète: collecte, transformation, pose, entretien, mesure, parce que c'est elle qui décide si l'expérience reste un symbole ou devient une méthode. Dans un scénario de base, la consolidation se fait progressivement. Les tronçons pilotes sont stabilisés, puis étendus par grappes dans les zones rurales où la praticabilité pendant la saison des pluies est l'objectif principal. La priorité n'est pas l'effet d'annonce, mais la répétition, même geste, même contrôle, même routine de maintenance. Des points de dépôt se fixent, la préparation des pneus se standardise et l'État apprend à gérer une logistique régulière plutôt qu'une mobilisation ponctuelle. Dans ce scénario, le projet avance sans rupture. Il gagne en crédibilité à mesure qu'il tient, saison après saison. Et chaque kilomètre supplémentaire sert de preuve accumulée plutôt que de promesse. Dans un scénario optimiste, l'expansion s'accélère et la méthode se diffuse. L'adhésion locale se renforce, les centres de collecte se multiplient et les formations s'élargissent au point de créer un noyau de compétences reproductibles. Les économies sur la construction et l'entretien libèrent une marge budgétaire pour étendre la couverture rurale, connecter davantage de marchés, d'écoles et de centres de santé. L'initiative devient alors plus qu'un projet, un modèle d'infrastructure adapté, combinant continuité d'accès, réduction de coûts et économie circulaire. Dans ce cas, la méthode dépasse le cadre national. D'autres pays confrontés aux mêmes contraintes observent, comparent et envisagent une adaptation. La route ne devient pas un miracle, mais une référence de pragmatisme. Dans un scénario défavorable, les résistances montent et l'élan se fragilise. Les critiques techniques et réglementaires s'intensifient et une difficulté logistique suffit à casser le rythme. Flux de pneus irréguliers, coordination fragile ou entretien trop lent. Une défaillance visible sur un tronçon exposé peut figer le débat en défaveur du projet, même si d'autres sections tiennent. L'initiative reste alors cantonnée à quelques régions et perd sa capacité d'entraînement. Le récit bascule du potentiel vers la prudence et l'innovation redevient une exception. Une recommandation de lecture s'impose: juger la méthode sur la cohérence, pas sur l'enthousiasme. Si un maillon cède, tout cède. Mais si chaque étape reste alignée, alors la question n'est plus est-ce possible, elle devient jusqu'où l'étendre sans trahir l'usage visé. À ce stade, l'enjeu cesse d'être institutionnel pour devenir intime. Le projet ne demande pas aux spectateurs d'évaluer une technologie, mais de reconnaître des effets concrets qui résonnent avec des situations ordinaires.
Quand une route reste praticable pendant la saison des pluies, la première conséquence est le temps. Moins d'heures perdues, moins de trajets annulés, moins de décisions suspendues à la météo. Ce gain n'apparaît pas sur un graphique, mais il s'accumule dans la vie quotidienne, jusqu'à changer la manière de gérer une semaine entière. Pour une famille, cela signifie pouvoir planifier une consultation médicale sans miser sur l'état de la piste. La santé cesse d'être une course contre la boue. Pour un élève, cela veut dire rejoindre l'école avec régularité au lieu d'alterner présence et absence selon les pluies. L'apprentissage n'est plus interrompu par la géographie. Pour un petit commerçant, cela signifie écouler une production au moment opportun, plutôt que d'attendre que l'accès redevienne possible. La vente ne dépend plus uniquement de la récolte, mais de la continuité du chemin. Un second effet, plus discret, touche à la confiance. Lorsque les habitants participent à la collecte et à la préparation, ils comprennent la logique du projet. La route n'est plus un objet extérieur dont on subit l'état. Elle devient un bien collectif dont on connaît les limites, les contraintes et les conditions de maintien. Ce passage d'une dépendance passive à une implication active change la relation au développement. On n'attend plus seulement ce qui viendra d'en haut, on apprend ce qui peut être fait sur place, corrigé, entretenu, amélioré. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure lointaine. Il incarne une décision qui relie des choix publics à des gestes quotidiens. Déposer un pneu, préparer un matériau, maintenir un passage. Le spectateur n'est pas invité à applaudir une innovation, mais à observer ce qu'elle rend possible quand elle fonctionne là où tout échouait auparavant. Pour que l'initiative dépasse le stade du pilote et s'inscrive dans la durée, une logique de chaîne doit être respectée. La première étape consiste à sécuriser la collecte. Il faut des points de dépôt identifiés, des circuits de récupération stables et une coordination locale capable d'absorber les variations saisonnières. Sans flux régulier de pneus usagés, la méthode perd son socle. L'indicateur de suivi est simple: volume collecté par zone, régularité hebdomadaire et capacité de stockage avant la saison des pluies. La deuxième étape consiste à standardiser la transformation. Trier, nettoyer et préparer les pneus demandent des gestes reproductibles. Des formations courtes, ciblées et évaluées permettent d'éviter l'improvisation. L'objectif n'est pas de complexifier, mais d'obtenir une qualité homogène. On mesure ici la conformité des lots préparés, les temps de préparation et le taux de rejet des matériaux non utilisables. Ce point répond directement aux critiques sur la durabilité. La route dépend autant de la matière que de la maîtrise. La troisième étape consiste à encadrer la pose en fonction des usages visés. Les axes concernés ne sont pas conçus pour un trafic intensif, mais pour garantir la praticabilité pendant la saison des pluies. Il faut donc des règles de conception adaptées, un contrôle de mise en œuvre et une vérification après chaque épisode majeur. Le critère de réussite est la continuité d'accès, pas la performance d'une autoroute. La quatrième étape consiste à organiser l'entretien comme une routine locale, des équipes identifiées, des outils disponibles et des interventions rapides empêchent les dégradations mineures de devenir critiques. Ici, on mesure le délai de réparation, le coût d'intervention et la fréquence des ruptures. Enfin, la cinquième étape consiste à rendre la mesure transparente. Coût, tenue, participation locale et continuité d'accès doivent être suivis et publiés. Dans cette logique, Ibrahim Traoré ne met pas en avant un symbole, mais une méthode. Qui fait quoi, quand et comment sait-on que cela fonctionne? Si ces réponses restent alignées, l'extension devient défendable. Le récit revient à ce qui semblait secondaire au départ,
un chef d'équipe local, des pneus triés, une section de piste qui tient quand tout autour se fragilise. Ce rappel n'est pas décoratif. Il montre où se joue la crédibilité, dans la répétition des gestes, dans la discipline de la collecte, dans la capacité à réparer sans attendre un acteur extérieur. La transformation n'est pas dans l'originalité du matériau, mais dans la cohérence entre décision publique et réalité du terrain. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme un visionnaire solitaire, ni comme un gestionnaire froid. Il incarne un choix assumé, accepter l'incertitude d'une solution locale plutôt que la certitude coûteuse de modèles importés. Ce choix n'efface pas les risques, il les rend visibles, discutables, ajustables. Et c'est précisément cette transparence qui distingue une initiative durable d'un récit spectaculaire. La route en pneus recyclés n'est pas présentée comme une réponse universelle, elle agit comme un miroir. Que se passe-t-il quand une communauté peut comprendre, maintenir et défendre ce qui la relie au reste du pays? À cet instant, l'infrastructure cesse d'être abstraite. Elle devient relationnelle, quotidienne, presque intime. Quand une route tient, la promesse tient. Cette histoire ne demande ni adhésion immédiate ni verdict définitif. Elle invite à un déplacement du regard. Observer comment une solution locale, imparfaite mais fonctionnelle, peut réorganiser des priorités longtemps considérées comme figées. La route en pneus recyclés n'impose pas un modèle, elle propose une expérience lisible, critiquable et améliorable. Et c'est précisément ce qui la rend utile. À travers ce projet, une question plus large s'installe. Comment juge-t-on une initiative publique? Par son élégance technique, par son alignement sur des standards internationaux, ou par sa capacité à résoudre un problème concret là où il se pose réellement. L'exemple du Burkina Faso suggère que ces critères entrent parfois en tension et que le choix n'est jamais neutre. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas d'applaudir ou de rejeter, mais d'apprendre à distinguer une réussite symbolique d'une réussite durable. Une route qui tient une saison est un signal. Une méthode qui se répète, se transmet et se corrige devient un modèle possible. La discussion reste ouverte. Ce type d'approche peut-il transformer durablement les trajectoires de développement ou restera-t-il cantonné à des contextes spécifiques? Si cette analyse vous a été utile, le plus simple est d'en faire un débat calme. Quels critères devraient compter, selon vous, quand un État choisit une solution locale plutôt qu'un modèle importé? Votre réponse éclaire souvent autant que les chiffres.